Chapitre 9 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre premier, Injuste. Chapitre 9. Le frère raconté par la sœur. Pour donner une idée du ménage intérieur de monsieur l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions, leurs pensées, même leurs instincts de femmes aisément effrayées, aux habitudes et aux intentions de l'évêque, sans qu'il eût même à prendre la peine de parler pour les exprimer, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de mademoiselle Baptistine à madame la vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance. Cette lettre est entre nos mains. Digne, 16 décembre 1800. Ma bonne madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. C'est assez notre habitude, mais il y a une raison de plus. Figurez-vous qu'en lavant et époussetant les plafonds et les murs, madame Magloire a fait des découvertes. Maintenant, nos deux chambres tapissées de vieux papier blanchi à la chaux ne dépareraient pas un château dans le genre du vôtre. Madame Magloire a déchiré tout le papier. Il y avait des choses dessous. Mon salon, où il n'y a pas de meubles, et dont nous nous servons pour étendre le linge après les lessives, a 15 pieds de haut, 18 de large carré, un plafond peint anciennement avec dorure, des solives comme chez vous. C'était recouvert d'une toile du temps que c'était l'hôpital. Enfin, des boiseries du temps de nos grands-mères. Mais c'est ma chambre qu'il faut voir. Madame Magloire a découvert, sous au moins 10 papiers collés dessus, des peintures, sans être bonnes, qui peuvent se supporter. C'est Télémaque reçu chevalier par Minerve, c'est lui encore dans les jardins. Le nom m'échappe. Enfin, où les dames romaines se rendaient une seule nuit. Que vous dirais-je? J'ai des Romains, des Romaines, ici un mot illisible, et toute la suite. Madame Magloire a débarbouillé tout cela, et cet été, elle va réparer quelques petites avaries, revenir le tout, et ma chambre sera un vrai musée. Elle a trouvé aussi dans un coin du grenier 2 consoles en bois, genre ancien. On demandait 2 écus de 6 livres pour les redorer, mais il vaut bien mieux donner cela aux pauvres. D'ailleurs, c'est fort laid, et j'aimerais mieux une table ronde en acajou. Je suis toujours bien heureuse. Mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades. Nous sommes très gênés. Le pays est dur l'hiver, et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent. Nous sommes à peu près chauffés et éclairés. Vous voyez que ce sont de grandes douceurs. Mon frère a ses habitudes à lui. Quand il cause, il dit qu'un évêque doit être ainsi. Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée. Entre qui veut, et l'on est tout de suite chez mon frère. Il ne craint rien, même la nuit. C'est là sa bravoure à lui, comme il dit. Il ne veut pas que je craigne pour lui, ni que madame Magloire craigne. Il s'expose à tous les dangers, et il ne veut même pas que nous ayons l'air de nous en apercevoir. Il faut savoir le comprendre. Il sort par la pluie, il marche dans l'eau, il voyage en hiver. Il n'a pas peur de la nuit, des routes suspectes, ni des rencontres. L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs. Il n'a pas voulu nous emmener. Il est resté 15 jours absent. À son retour, il n'avait rien eu. On le croyait mort. Et il se portait bien, et il a dit « Voilà comme on m'a volé ». Et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donnés. Cette fois-là, en revenant, comme j'étais allé à sa rencontre à 2 lieues avec d'autres de ses amis, je n'ai pu m'empêcher de le gronder un peu, en ayant soin de ne parler que pendant que la voiture faisait du bruit,
afin que personne autre ne pût entendre. Dans les premiers temps, je me disais, il n'y a pas de danger qui l'arrête, il est terrible. À présent, j'ai fini par m'y accoutumer. Je fais signe à madame Magloire pour qu'elle ne le contrarie pas. Il se risque comme il veut. Moi, j'emmène madame Magloire, je rentre dans ma chambre, je prie pour lui et je m'endors. Je suis tranquille parce que je sais bien que s'il lui arrivait malheur, ce serait ma fin. Je m'en irai au bon Dieu avec mon frère et mon évêque. Madame Magloire a eu plus de peine que moi à s'habituer à ce qu'elle appelait ses imprudences. Mais à présent, le pli est pris. Nous prions toutes les deux, nous avons peur ensemble, et nous nous endormons. Le diable entrerait dans la maison qu'on le laisserait faire. Après tout, que craignons-nous dans cette maison? Il y a toujours quelqu'un avec nous qui est le plus fort. Le diable peut y passer, mais le bon Dieu l'habite. Voilà qui me suffit. Mon frère n'a plus même besoin de me dire un mot maintenant. Je le comprends sans qu'il parle, et nous nous abandonnons à la providence. Voilà comme il faut être avec un homme qui a du grand dans l'esprit. J'ai questionné mon frère pour le renseignement que vous me demandez sur la famille de Faux. Vous savez comme il sait tout et comme il a des souvenirs, car il est toujours très bon royaliste. C'est de vrai une très ancienne famille normande de la généralité de Caen. Il y a 500 ans, d'un Raoul de Faux, d'un Jean de Faux et d'un Thomas de Faux, qui étaient des gentilshommes, dont un seigneur de Rochefort. Le dernier était Guy Étienne Alexandre et était maître de camp et quelque chose dans les chevaux légers de Bretagne. Sa fille Marie-Louise a épousé Adrien Charles de Gramont, fils du duc Louis de Gramont, pair de France, colonel des gardes françaises et lieutenant général des armées. On écrit Faux, F-A-U-X, F-A-U-Q et F-A-O-U-C-Q. Bonne madame, recommandez-nous aux prières de votre saint parent, monsieur le cardinal. Quant à votre chère Sylvanie, elle a bien fait de ne pas prendre les courts instants qu'elle passe près de vous pour m'écrire. Elle se porte bien, travaille selon vos désirs, m'aime toujours. C'est tout ce que je veux. Son souvenir par vous m'est arrivé. Je m'en trouve heureuse. Ma santé n'est pas trop mauvaise, et cependant je maigris tous les jours davantage. Adieu, le papier me manque et me force de vous quitter. 1000 bonnes choses. Baptistine. P.S. Madame, votre belle-sœur est toujours ici avec sa jeune famille. Votre petit-neveu est charmant. Savez-vous qu'il a 5 ans bientôt? Hier, il a vu passer un cheval auquel on avait mis des genouillères, et il disait: qu'est-ce qu'il a donc aux genoux? Il est si gentil, cet enfant. Son petit frère traîne un vieux balai dans l'appartement comme une voiture et dit: Comme on le voit par cette lettre, ces deux femmes savaient se plier aux façons d'être de l'évêque, avec ce génie particulier de la femme qui comprend l'homme mieux que l'homme ne se comprend. L'évêque de Digne, sous cet air doux et candide, qui ne se démentait jamais, faisait parfois des choses grandes, hardies et magnifiques, sans paraître même s'en douter. Elles en tremblaient, mais elles le laissaient faire. Quelquefois, madame Magloire essayait une remontrance avant, jamais pendant ni après. Jamais on ne le troublait, ne fût-ce que par un signe, dans une action commencée. À de certains moments, sans qu'il eût besoin de le dire, lorsqu'il n'en avait peut-être pas lui-même conscience, tant sa simplicité était parfaite, elle sentait vaguement qu'il agissait comme évêque. Alors, elle n'était plus que deux ombres dans la maison. Elle le servait passivement, et si c'était obéir que de disparaître, elle disparaissait. Elle savait, avec une admirable délicatesse d'instinct, que certaines sollicitudes peuvent gêner. Aussi, même le croyant en péril, elle comprenait, je ne dis pas sa pensée, mais sa nature, jusqu'au point de ne plus veiller sur lui. Elle le confiait à Dieu. D'ailleurs, Baptistine disait
comme on vient de le lire, que la fin de son frère serait la sienne. Madame Magloire ne le disait pas, mais elle le savait. Fin du chapitre 9. Le frère raconté par la sœur.